c'est désormais le moment que vous attendez, le moment de vous présenter notre première conférencière. Alors, elle a tout fait, mathématiques, ou presque, mathématiques, physique, économie, sociologie, art et peinture, piratage informatique, car comme elle le dit, la clé est dans la liberté. Elle est assoiffée de connaissances et d'action. Elle est allée d'Alger à Paris en passant par, et j'en oublie sans doute, Toulouse, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, le Danemark, ça doit être à peu près ça, et donc la France, d'une énergie débordante, moi je pense que c'est un diamant de compétences, elle est aussi et surtout une personne dotée de fortes convictions, d'égalité, de justice et d'humanisme, et ça je m'en suis aperçu. Ingénieure, docteur en énergétique, enseignante à Sciences Po Paris, elle a notamment dirigé le think tank des transitions urbaines, la fabrique de la cité, membre du GIEC, fondatrice et dirigeante du réseau OpenEXP. Elle est aussi et surtout l'autrice du volet 3 sur la sobriété du dernier rapport du GIEC et vient de lancer il y a quelques jours le laboratoire mondial de la sobriété. Elle vit la durabilité, elle appelle à un changement radical, une métamorphose. Mesdames et messieurs, je reprendrai son post « I have a dream », un appel à la frugalité. « Me too, I have a dream », c'était to see Yamina Saeb and to listen to her. Je vous prie d'accueillir très chaleureusement Madame Yamina Saeb. Ce que je vous ai ramené, c'est principalement tiré du rapport de synthèse du GIEC, puisque le GIEC, moi j'ai participé au 6e cycle, ça a commencé en 88, moi j'ai participé au 6e cycle, et là le 7e cycle a démarré en juillet, et on commence les premières réunions de travail dans 10 jours. Et dans le rapport du GIEC, il y a 3 rapports principaux. En fait, il y a 3 groupes principaux. Il y a un groupe qui travaille sur la science du climat, c'est la physique du climat. Il y a un groupe qui travaille sur les vulnérabilités et l'adaptation, et l'autre groupe qui travaille sur l'atténuation. Moi, je travaille sur les politiques d'atténuation. Et puis ensuite, de ces 3 rapports-là, on fait un rapport de synthèse. Donc, tout ce que je vous ai ramené vient de ce rapport-là, sauf un tableau que vous allez voir qui vient de moi. En fait, j'ai essayé de synthétiser parce qu'au niveau du GIEC, on regarde l'Europe comme région, on ne regarde pas l'Union européenne qui est une entité politique et pas une entité géographique. Alors, la première chose, c'est de savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur. Ça, c'est un graphe que j'aime beaucoup parce qu'il résume à lui tout seul le travail de... en tout, on devait être quelques 800 scientifiques. Donc, le travail de 800 scientifiques pendant 7 ans. Et ça résume aussi la situation dans laquelle est notre planète et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que les choses empirent. Donc ça commence en 1900. Ce que vous voyez en haut, ce sont les barres. Ces barres-là représentent la température, l'augmentation de la température moyenne sur la planète Terre par rapport à l'ère industrielle. On commence en 1900 parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir des mesures, des mesures un peu partout, qu'on commence vraiment à mesurer. Puis on voit qu'au début, on est plutôt bleu, puis on vire un petit peu vers le vert, puis on arrive vers le orangé. Puis là, on est ici, 2020, on n'est plus dans le orangé, on est en train de virer vers le rouge. Donc c'est vraiment mal. Et quand on avait fait ça, on était à 1,2, on va dire 1,1, 1,19 finalement, d'augmentation de la température moyenne sur la planète Terre par rapport à l'ère industrielle. Et alors, on peut dire que ça, pour nous qui sommes ici, c'est notre héritage, quoi. On n'a peut-être pas directement décidé d'aller dans cette direction-là, même si, quand on est européen, on a quand même pas mal profité de cette situation-là, parce que on a toutes les infrastructures que l'on a, tout l'héritage que l'on a, qui est aussi un héritage qui a contribué à la question climatique. À partir de 2020, là, vous voyez la barre, c'est le futur. Ça, c'est entre nos mains. Ici, on ne peut plus rien faire. Par contre, ici, on peut faire. Et là, on a différents scénarios qui viennent du travail de mon groupe. Donc, dans ces scénarios-là, vous avez en haut, c'est avec les politiques actuelles. Avec les politiques actuelles, même en incluant la neutralité carbone de la France pour 2050 et de l'Union européenne pour 2050,
Eh bien, à la fin du siècle, on serait autour de 3 degrés, très probablement 4 en fait, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de vie sur Terre. C'est ça ce que ça veut dire. Alors ça, c'est avec les politiques actuelles déjà adoptées. Après, avec ce que vous voyez au milieu là, c'est avec les politiques qu'on pourrait peut-être adopter. Eh ben, c'est toujours pas bon. Là où on serait bon, c'est quand c'est là où c'est le moins rouge. En fait, plus ça vire vers le grenat, moins c'est bon. Donc tout ce qui est en haut, et c'est là on est en ce moment dans on va dans cette direction-là, c'est pas bon. Et ce qui est en bas là, ça nous donne une chance d'être dans l'objectif de température de l'accord de Paris, qui est 2 degrés, en essayant d'aller vers le 1,5. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, êtres humains? Et pour la première fois, notre service de la com a humanisé un graphe du GIEC, parce que bien sûr, si vous aviez que la partie haute, là, elle n'est pas compréhensible. J'avais eu une expérience, France Télévisions m'avait appelé, France 2 m'avait appelé parce que je ne sais plus comment ils avaient récupéré ce graphe-là, et ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer parce qu'on ne le comprend pas. Ben, pour nous, c'était très clair, mais bon, bien sûr, il n'est pas clair. Et donc, du coup, mes collègues ont rajouté, ils ont humanisé le graphe. Donc, regardez la partie basse. Donc ici, c'est la génération des personnes qui sont retraitées. Ma mère fait partie de cette génération-là, qui ont plus de 70 ans aujourd'hui. Cette génération-là, en fait, plus vous voyez de rouge, et moins c'est bon pour la santé, pour l'humanité. Cette génération-là, ben, elle va partir de la planète Terre en ayant connu quelques soucis peut-être de santé à cause de la chaleur. Mais bon, c'est plutôt une génération qui a bien vécu, hein. Et puis vient la génération du milieu, donc c'est les actifs, où moi je fais partie de la génération du milieu. Ben, mes chances d'arriver à 70 ans comme ma mère, elles sont plutôt moyennes, ou proches de zéro, ça dépend de comment je me réveille le matin. Mais en fait, c'est très très rouge, c'est très très rouge. Mais le pire, c'est pas cette génération-là du milieu. Le pire, c'est les enfants qui sont en maternelle. Il se trouve que mon fils est né en 2020. Et à chaque fois que je vois cette image-là, Eh ben, mon fils est né la veille d'une canicule à Paris, dans une très belle maternité parisienne, sans climatisation. Il a fallu qu'on ramène un ventilateur de la maison. Eh ben, en fait, c'est comme ça qu'il a été accueilli sur la planète Terre. Le problème, c'est que cette génération-là, ses chances d'arriver à l'âge adulte sont quasi nulles. Quasi nulles. On ne parle même pas d'arriver à l'âge de leurs grands-parents, en fait. Vraiment quasi nul avec les politiques actuelles. Et en plus, il faut garder en tête que le graphe, la partie haute, là, c'est probablement pire. La vérité, la réalité est probablement pire que ce qu'on représente ici. Parce qu'en fait, quand on fait de la modélisation, on n'arrive pas à capter tous les phénomènes. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas captées. Donc, il est fort possible que le grenat, là, très foncé, que ça ne va pas être en 2100, ça va être bien avant, en fait. Mais à ce stade-ci, on ne peut pas dire d'un point de vue scientifique ça va être où exactement. C'est juste pour vous donner une image. Donc, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, en fait, tout le monde est concerné, quel que soit l'âge que l'on a, on est tous concernés par cette situation-là. Et pendant longtemps, les effets du changement climatique, en fait, on les voit en Afrique depuis longtemps, ou en Asie du Sud-Est. Par exemple, les inondations en Asie du Sud-Est, ça fait partie de leur vie aujourd'hui. La perturbation du cycle de l'eau et donc le manque de production agricole en Afrique. Moi, j'ai grandi à Alger et c'est quelque chose. Moi, je me souviens quand j'étais petite, on voyait des images à la télévision algérienne sur les enfants d'Afrique subsaharienne qui avaient faim, qui vivaient la famine. Je me souviens de ces images-là. Bien sûr que si j'avais grandi à Paris, j'aurais jamais vu ces images-là. Ce qui va se produire, c'est que toutes ces images-là que certains d'entre nous ont vues ou entendu parler, qu'on voyait ailleurs, vont se produire chez nous. Alors pour que vous ne partiez pas sur un truc positif, je vais dire quelque chose d'un peu cynique. Je trouve que c'est très bien que ça se produise chez nous, que ça va se produire chez nous. Pourquoi ? Parce que c'est encore nous qui avons le pouvoir de changer les choses. Mais pour cela, il nous faut une Europe forte.
C'est la seule solution. Il n'y a aucun espoir à attendre du côté des États-Unis, par exemple, ou du côté de la Chine, parce qu'ils sont embarqués dans une bataille techno-solutionniste. L'Europe est plus modérée, et l'Europe est probablement la seule partie, l'Union européenne, et si elle arrive à avoir avec elle le reste de la région, est le seul endroit où on pourrait avoir cette métamorphose nécessaire pour justement, ce qu'il faut garder en tête, quand je vous dis ça, c'est notre héritage, on ne peut plus rien faire. On ne pourra pas revenir en arrière et être à des températures moindres. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est du damage control. C'est contrôler les dégâts. C'est éviter, c'est repousser le plus loin possible la partie là, grenat, foncé, la repousser le plus loin possible. C'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais pour ça, il faut qu'on se mobilise. Alors après, je vous ai apporté quelques graphes pour vous montrer quels sont les impacts qu'on peut déjà estimer. Donc, par exemple, la perte des espèces. Donc là, le 1.5 et le 2, ça correspond à cette partie-là de ce graphe-là, ça correspond à la partie basse, là où on se donne une chance. Ça correspond, on va dire, à l'accord de Paris. Là où on se donne une petite chance, pas pour réduire la température, mais pour éviter que ça continue d'augmenter. Et donc, dans ce cas de figure, vous regardez juste la différence entre si on est à 1.5, la perte des espèces, et si on est à 3 ou 4 degrés. Sachant qu'avec les températures actuelles, on est quelque part ici, entre ces deux-là. Et regardez l'Europe, et ça vous donne une idée de la perte. Plus il y a de couleur de jaune, ou plus ça devient foncé, plus c'est grave, hein, plus on en perd des espèces. Et vous voyez que la différence, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, quand on dit 1.5, 2 degrés, les gens pensent que c'est comme la température du corps humain. Non, parce que le climat, c'est long. Il y a une inertie telle, et les effets de cette inertie-là sur l'écosystème qui nous permet de vivre sur Terre, pour revenir en arrière, il faut des siècles et des siècles. Donc ça, c'est pour la perte des espèces. Après, j'ai pris un autre pour les températures, l'augmentation, parce que l'une des plus grandes menaces pour nous, êtres humains, et même pour les animaux, c'est justement la combinaison de l'augmentation de la température et de l'humidité. Ça nous tue. Ça, il n'y a pas un moyen, on ne connaît pas de moyen de nous protéger contre ça. On n'en a pas. Il est peu probable qu'on en trouve d'après les médecins. Et donc, vous voyez, entre 1,7, vous voyez ici déjà cette partie-là, on est déjà au-delà de l'accord de Paris. En termes de température, on est au-delà de 2 degrés. Et vous voyez, l'Europe va être touchée. Et après, plus on monte, plus on sera tous touchés. Avec les politiques actuelles, on est quelque part entre ces deux-là. Et donc, vous imaginez l'Europe. En vérité, ce qui nous attend là, avec la question du génocide, avec la question du changement climatique, ça va être le plus grand génocide qu'on aura commis, nous, êtres humains. Et la question, ce n'est plus est-ce que les gens vont mourir, ça on le sait. La question, c'est plutôt à quel moment le nombre de morts va être énorme, mais il va être certainement énorme. On n'atteindra jamais les projections sur la population de 10 milliards, etc. Ça, ce n'est plus possible. On a rendu cela impossible. Et donc, du coup, on va avoir des milliards de morts sur les bras. Bien sûr que ces morts-là vont d'abord se produire. Vous avez vu à chaque fois la partie sud du globe, elle est toujours plus impactée que la partie nord, juste pour des raisons de localisation. Mais la partie nord n'est pas à l'abri. Donc bien sûr, les premiers morts que l'on va avoir, ça va être dans la partie sud, parce qu'en plus, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a rien pour protéger ces gens-là. Mais il ne faut pas se mentir. Si là-bas, ça va être des milliards, chez nous, ça va être des millions de morts. Et ça commence à devenir inévitable, ça. Et on ne pourra pas se protéger contre ça. Et on ne pourra pas, si je retourne à ce graphe-là, celui-là, la partie haute, le ministre de la Transition écologique, il a lancé une consultation pour un plan d'adaptation à 4 degrés de la France en 2050. 4 degrés, ça correspond justement à cette situation-là où on est haut. On ne pourra pas s'adapter à 4 degrés.
L'humanité ne pourra pas s'adapter à 4 degrés. Le cycle de l'eau ne pourra pas s'adapter à la 4 degrés, parce qu'on a déjà détruit le cycle de l'eau. Si on n'a pas d'eau, on n'aura pas de nourriture. Et puis nous, physiquement, on ne pourra pas s'adapter à ça. En fait, c'est de la rigolade. Du foutage de gueule. Comme c'est samedi, je peux me permettre. Donc, alors, comme il y a un problème d'eau, et donc la première grande crise, je pense, que l'on va connaître, et il y a d'autres paramètres qui interviennent dans cette crise-là, bien sûr, ça va être une crise alimentaire sans précédent. Quelque chose que nous n'avons jamais connu. Ce n'est pas juste quelques enfants d'Afrique subsaharienne qui seront affamés, mais très probablement que mon fils, il va falloir se battre pour le nourrir dans très peu de temps. Dans pas très longtemps, il va falloir se battre pour nourrir nos enfants en France, un pays du G7. Parce qu'en plus, la crise alimentaire, il y a d'autres paramètres géopolitiques, d'autres paramètres qui interviennent, qui font, déjà aujourd'hui, on voit avec l'inflation, l'augmentation du prix, etc. Mais ce que les changements climatiques font, et que je pense les politiques n'ont pas compris, c'est que tous les problèmes que nous avons, tous les défis que nous avons, ils sont exaspérés par les changements climatiques. C'est ça que les changements climatiques font. Et du coup, par exemple, la question des guerres qui nous entourent en ce moment, ben, ça va juste augmenter. Et avec les changements climatiques, quand on va devoir se battre pour nourrir nos enfants, moi je fais partie d'une génération, même si j'ai grandi à Alger, je n'ai pas connu ça. Moi j'ai lu dans les livres qu'il fallait se battre, qu'il y a eu des générations qui ont dû se battre pour nourrir leurs enfants. Et je vous avoue que je ne pensais pas qu'un jour j'aurais à me battre pour nourrir mon fils. Mais je sais aujourd'hui, avec tous les éléments qui existent d'un point de vue scientifique, climat, mais en dehors du climat, il faut aller au-delà du climat pour comprendre qu'une crise alimentaire est inévitable pour nous, Européens, et partout dans le monde. Alors après, pourquoi on a besoin de l'Europe? Parce qu'en fait, on pourrait, en vérité, si on le voulait, on pourrait se mettre sur une trajectoire qui n'est pas excellente, parce qu'on ne peut plus être dans quelque chose de très bon, où au lieu d'avoir des millions de morts en Europe, on aurait juste des milliers. C'est plus acceptable en fait les milliers que les millions. Et peut-être dans le Grand Sud, au lieu d'avoir des milliards, on aurait des millions de morts. Mais pour ça, on a besoin d'une véritable Europe, une Europe des peuples, une Europe très forte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'Europe est très très affaiblie. Et si on en croit les sondages, si les sondages disent vrai, à la sortie de cette élection-là, on va être encore plus affaibli sur le plan international et en tant qu'Europe pour protéger les citoyens européens. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se voiler la face à ce qui nous attend si les sondages disent vrai. Alors ça ne vient pas du GIEC. Comment est-ce qu'on pourrait changer ça ? La première chose à laquelle on devrait s'attaquer en tant qu'Européens, c'est le fameux pacte de stabilité et de croissance. Ce pacte-là ne permet pas de mettre en place des politiques écologiques ambitieuses. Il est anti-écologie, ce pacte-là. Il faut le dire et le crier très fort et travailler à le changer très rapidement. Et moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est un pacte plutôt pour la protection du vivant, dont l'être humain fait partie. Parce que nous, on ne pourra pas vivre sur Terre si nos écosystèmes sont démolis, en fait. Et aujourd'hui, notre pacte, il contribue à démolir l'écosystème qui nous permet de vivre. C'est pour ça qu'on doit le changer. Une autre chose qui ne va pas du tout, donc c'est ce pacte-là, plus notre politique monétaire. Aujourd'hui, la BCE, la Banque Centrale Européenne, est indépendante, et en fait, il faudrait la mettre sous contrôle démocratique. Ce sont ces deux éléments sur lesquels on peut, et je pense qu'on doit agir, pour pouvoir enclencher un changement au niveau de l'Europe. Parce que si on arrive à enclencher ça, on aura plus de crédibilité pour aller convaincre ailleurs. Il n'y a rien à attendre de l'Est ou de l'Ouest. Rien à attendre sur les questions écologiques. Il n'y a vraiment rien à attendre, sauf des guerres. Et ensuite, il y a le troisième point, en fait, la protection des multinationales. Aujourd'hui, l'ensemble du système juridique européen protège les multinationales. On l'a vu avec les agriculteurs, avec l'histoire de la PAC, etc. La PAC, elle ne sert pas les petits agriculteurs. Elle sert les grands. Et toutes les politiques européennes servent les grands. Or, ce sont les petits qui font l'Europe. L'économie européenne, elle repose sur les petits.
Mais ceux qui en bénéficient, ce sont les multinationales. Et pour ça, en fait, il faudrait changer le système juridique européen. Et donc, en fait, il faudra changer le traité de l'Union pour qu'on ait un traité qui protège les citoyens et l'écosystème qui nous permet de vivre. Ça, ce sont... Et après, il y a d'autres éléments. Par exemple, on devrait changer les accords de libre-échange. Moi, j'ai dénoncé un traité de libre-échange et l'Union européenne, la France en est sortie. L'Union européenne est en train de sortir, on attend le vote la semaine prochaine. L'Union européenne devrait sortir. C'est un traité de libre-échange, ça s'appelle la charte de l'énergie. C'est un traité sur la charte de l'énergie. C'est un traité de libre-échange qui remonte aux années 90 où des investisseurs étrangers, et même en tant qu'Européenne, je vais être étrangère en Allemagne, à côté, peuvent attaquer les gouvernements dans des tribunaux d'arbitrage privés et demander des milliards d'euros de compensation. Eh bien, il a fallu 5 ans, mais la France en est sortie effectivement en décembre, l'Allemagne aussi, la Pologne, et là l'Union européenne va sortir. Donc ce n'est pas impossible. Quand j'avais commencé ma bataille contre ce traité-là, tout le monde me disait c'est impossible, on n'est jamais sorti d'aucun traité, et en plus aux États-Unis on avait Trump, et puis il faut défendre le multilatéralisme et tout, mais le multilatéralisme qui tue notre écosystème, ce n'est pas un multilatéralisme ça. Le multilatéralisme destructeur, ce n'est pas possible de le défendre. Et bien, résultat des courses, au bout de 5 ans, l'Union européenne, on attend la sortie, enfin, on doit passer par un vote encore, mais en principe, le vote est gagné. Mais du moins, on a déjà les grands pays de l'Union qui sont sortis. En fait, les pays qui sont sortis représentent plus de 60% de la population européenne. Donc, on va sortir de ce traité-là. Donc, c'est possible de faire ça. Donc, du coup, soit on change nos traités de libre-échange, nos échanges, ça ne veut pas dire qu'on met fin à nos échanges, mais soit on change nos traités de façon à ce que les traités intègrent la protection du vivant, soit on en sort. Si les partenaires n'en veulent pas, nous, on en sort. On peut en sortir en tant qu'Européens. Ensuite, quelques éléments qui sont vraiment très faciles, et c'est dommage qu'ils ne sont pas portés par les candidats actuels, du moins pour le moment, pour les élections. Alors, quand par exemple, on est très fiers au niveau international, lorsque vous regardez les politiques européennes, les politiques climatiques, l'Union européenne a le paquet climat le plus élaboré au monde. On est très fiers de dire ça. Mais en fait, c'est un paquet climat qui ne correspond pas à la réalité de ce que nous, on devrait faire. Parce que, par exemple, on s'est fixé un objectif de neutralité carbone en 2050, neutralité climatique en 2050, sans prendre en compte nos émissions passées. Si on prenait en compte nos émissions passées, l'Union européenne devrait être neutre en carbone en 2033. 2033, ça veut dire cette mandature-là qui commence maintenant, elle devrait faire très 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 vite pour mettre en œuvre ce qu'il faut pour qu'on sorte de la question carbone, pour que le carbone ne nous pose plus problème à notre développement. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi lorsqu'on se fixe un objectif pour 2050, alors que selon les lois de la physique, ça devrait plutôt être autour de 2030 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes nos émissions entre 2033 et 2050, ce sont des émissions, en vérité, c'est un droit à émettre qui appartient aux autres, à ceux qui n'ont pas émis. En gros, ce que ça veut dire qu'on colonise l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire assez rapidement. Ça, c'est quelque chose que l'on peut porter assez rapidement. L'avantage de faire ça, il y a au moins 2 avantages directs. On peut enfin aller voir le Grand Sud et dire, on prend en compte notre responsabilité. C'est très dur pour nous, ça va être très très dur de faire ça. Je ne dis pas que c'est facile, c'est très très dur, mais en fait, on le fait parce que nous sommes tous dans le même bain. Nous sommes tous, ce n'est pas possible. La question climat, en fait, elle nous ramène, nous, êtres humains, et en particulier nous, en Occident, nous, les pays riches, vers la réalité de ce qu'est le monde. La planète est un petit village. Donc, s'il y a un truc qui ne va pas, on sera tous impactés. Et là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc, on sera tous impactés. Et la deuxième conséquence directe, si on faisait ça, c'est que ce qui va se produire, c'est qu'au lieu d'avoir à chaque mandature européenne, on reprend le paquet climat, on augmente un petit peu l'ambition, on rediscute des pourcentages. Je me souviens même, à un moment donné, je ne sais plus si c'est le cas, on avait eu un objectif d'efficacité énergétique de 32,5%. Mais qu'est-ce que ça veut dire 32,5%? C'est des marchands de tapis, quoi. Et au lieu de faire ça,
Eh ben, parce qu'on n'a pas le choix. Il nous faut des politiques, on est dans une situation un peu comme celle du Covid, des politiques qui vont faire le changement tout de suite. Donc on ne passe pas par plusieurs étapes. Parce que c'est comme si, qu'un petit peu pour le Covid, on avait dit, bon ben, on va vacciner juste les gens qui habitent dans les villes. Et puis c'est tout. Ou on va vacciner, je ne sais pas, une seule catégorie de la population. Ce n'est pas ça qu'on a fait. Et on n'a pas dit que le marché, la main invisible du marché, va permettre de faire vacciner tout le monde. Non. On a mis la main à la poche et on a mis en place ce qu'il fallait pour que tout le monde soit vacciné. Et c'est comme ça qu'on a redémarré. Et en fait, on est dans une situation similaire, même beaucoup, beaucoup plus grave, vu les effets qui nous attendent, mais on ne prend pas ce genre de décision. Et si on avait un objectif, si on mettait en place notre objectif de neutralité carbone en prenant en compte la réalité physique, ben à ce moment-là, on serait obligé et on serait beaucoup plus crédible vis-à-vis des autres pays. Et après, si je prends par exemple le Green Deal, tout le monde parle du fameux Green Deal. Aujourd'hui, le Green Deal, vous savez à quoi il va aboutir? À faire augmenter nos émissions en vérité. Parce que c'est un Green Deal technosolutionniste. C'est un Green Deal qui est basé sur produire plus. En vérité, produire plus, c'est pour consommer plus. En vérité, c'est pour produire plus efficace. OK. Ça veut dire mon téléphone aujourd'hui, mon téléphone est vieux d'1 an, donc certainement que les téléphones qui sont sortis depuis 1 an sont beaucoup plus efficaces que mon téléphone. Donc en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que je dois jeter ce téléphone-là pour le remplacer par un téléphone plus efficace. Sauf que pour produire ce téléphone-là, il a fallu prendre des ressources. Et donc du coup, il y a eu de la pollution liée à ce téléphone-là. L'idée, ce qu'il faudrait, c'est de l'utiliser au maximum, c'est de le maintenir à vie, si possible, au lieu de le jeter et de le remplacer. Le Green Deal, c'est jeter et remplacer, en fait. Et après, notre rapport aux pays du Sud qui changerait beaucoup, et surtout notre crédibilité à l'international sur la question climat. Et puis, ça redonnerait de l'espoir, ça mobiliserait. Il y a tellement de monde les gens sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Parce que quand on est citoyen, ben, on est enfermé dans les solutions mises en œuvre par les politiques, qui sont bien sûr, qui ont l'oreille auxquels chuchotent, dont les industriels chuchotent à leurs oreilles. Et une chose que j'ai découvert, c'est que on parle beaucoup de sobriété, vous avez mentionné la sobriété. La France est une exception. En fait, il y a un pays qui a mis en place de vraies politiques de sobriété, c'est la Thaïlande dès les années 90. Et c'est sur la base ils appellent ça philosophie d'une économie sobre, développée dans les années 70, et puis ça a mûri, etc. Ils ont mis ça en place. En dehors de cette expérience thaïlandaise, la France est l'exception dans le monde, dans les pays de l'OCDE, dans le monde occidental, dans les pays riches, où le mot sobriété apparaît dans la loi sur la transition énergétique de 2015. Mais il apparaît d'une façon, parce que ça s'appelle loi sur la transition énergétique et l'économie, la croissance verte, je crois, enfin deux concepts contradictoires. Mais bon, dans la même loi. Mais on est le seul pays où le mot sobriété apparaît. Après, ça ne veut pas dire qu'on a fait de la sobriété. Après, on a surtout fait de l'anti-sobriété. Lorsque vous regardez les différents textes de loi en France, je pensais trouver des textes de loi, des décrets de mise en œuvre de cette loi-là, qui me permettraient de montrer qu'en fait, la sobriété y est déjà dans la pratique. Et en fait, non. Ce sur quoi je tombais, c'est plutôt l'inverse. À chaque fois, on a cassé le concept de sobriété. D'abord, en France, c'était conçu comme étant sobriété énergétique uniquement, alors que la sobriété, elle concerne toutes les ressources naturelles, parce que chaque fois que vous utilisez une ressource, il faut l'extraire, etc. Et donc, il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas renouvelables. Hein. Et ces ressources-là qui ne sont pas renouvelables, dont on en a besoin, donc du coup, il faudra utiliser juste au moment où on en a besoin. Enfin, il faut réduire cette utilisation-là. Puis, il y a toujours de la pollution liée à l'utilisation de toutes les ressources. Et donc, la conception française de la sobriété a toujours été énergétique uniquement. Il est vrai que nous sommes le seul pays à l'avoir dans le texte de loi. Le mot sobriété n'apparaît dans aucun instrument de l'Union européenne. Aucun. Aucun. C'est très choquant. On a réussi récemment à introduire dans la directive, la révision de la directive bâtiment, comme je vous disais, à chaque mandature, on a une nouvelle révision. C'est le même texte qui tourne, on révise, on rajoute quelques petits trucs et on est tout heureux parce qu'on a obtenu un petit pourcentage supplémentaire. Et on a réussi à intégrer la définition qui vient du rapport du GIEC, mais en fait, c'est dans le préambule. Il n'y a aucune mesure dans le texte qui est liée à la sobriété. Et alors que l'on sait aujourd'hui que sans sobriété, nous n'avons aucune chance, mais aucune chance, zéro chance d'être autour du 1,5 ou de 2 de réchauffement planétaire.
Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la sobriété? Donc la sobriété, en vérité, c'est un ensemble de mesures politiques, c'est en fait des politiques de long terme. Et c'est pour ça que les politiques, nos hommes et femmes politiques, ne s'approprient pas vraiment le concept. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent de la vraie politique, au lieu de faire du politics. Au lieu de faire de la politique politicienne, il faut qu'ils se remettent à faire de la politique. Et des politiques de long terme. Politique de long terme, c'est un peu comme on a eu quand on avait eu la sécurité sociale, par exemple. Donc, il fallait un courage politique pour mettre en place la sécurité sociale dans les différents pays de l'Union. Et donc, des politiques de long terme, ce sont des politiques qui vont ensuite enclencher les pratiques sociales. Et au lieu de ça, la sobriété a été réduite dans le débat en France, même si on en débat, c'est très bien, elle a été réduite au changement de comportement. Donc, quand le président de la République, je pense que c'était en septembre 2022, la rentrée 2022, il avait dit, étant donné la crise énergétique à laquelle nous faisons face, en raison de la guerre en Ukraine, donc on va mettre en place, j'ai demandé au gouvernement de mettre en place des plans de sobriété. C'était très bien. Sauf que, résultat, les plans que nous avons, ce sont des plans de changement de comportement. Or, aujourd'hui, la science est claire, le changement de comportement ne peut se produire que si vous mettez en place les politiques nécessaires pour que les pratiques sociales, les normes sociales changent. L'exemple le plus frappant, par exemple, c'est le cas du vélo à Paris. C'est peut-être pas le cas à Strasbourg, a une histoire un peu différente. Paris, il y a 25 ans, j'étais étudiante à Paris, jamais j'aurais pris le vélo à Paris. Il fallait être un cascadeur pour le faire. Je me souviens, j'habitais pas loin de chez Noël, ma mère était députée à ce moment-là. Il partait à vélo et avec les copains du quartier, on l'appelait le cascadeur. Voilà le cascadeur qui passe avec son vélo. Parce que c'était fou de traverser Paris à vélo. Aujourd'hui, c'est pas parfait, c'est pas Amsterdam, c'est pas Copenhague, mais c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, je prends le vélo avec mon fils à l'arrière. Même si je me fais insulter tout le temps, etc. Mais c'est pas grave, je peux au moins prendre le vélo. Donc mon petit garçon maintenant qui comprend un peu, il dit « Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit le monsieur ?» Je dis « Il a dit bonjour, il m'a montré le chemin. » Mais en fait, non, mais bon. Et donc, c'est ça. En fait, ce sont des politiques de ce type-là, de long terme. Donc il faut être visionnaire, il faut se battre pour les citoyens et pas pour être réélu. Parce qu'en fait, pour être réélu, ces politiques-là ne portent pas, quoi. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Ensuite, qu'est-ce qu'elles font, ces politiques? Elles évitent en amont la demande dans toutes les ressources naturelles. Pas juste l'énergie, mais toutes les ressources. Et dans la sobriété, en fait, lorsqu'on retourne aux textes philosophiques, etc., ce qu'on trouve, c'est que dans la sobriété, il y a une dimension très, très forte de justice. Justice intranationale ou intra-régionale dans le pays ou la région, et justice entre les peuples. Et donc, tout en garantissant le bien-être de tous, peu importe où vous êtes né. Que vous soyez né à Dakar ou à Paris, vous avez le besoin de vous nourrir. Que vous soyez né à Paris ou à Dakar, vous avez un besoin de mobilité, un besoin de logement, un besoin de santé, un besoin d'éducation. Ces besoins-là, les besoins fondamentaux sont les mêmes. Que l'on ait la peau blanche, noire ou que l'on soit né dans une famille riche ou pauvre, il y a des besoins qui sont identiques pour tous. Or, aujourd'hui, j'avais appris l'autre jour que même à Paris, il y a des enfants, je pense que c'est une élue du 20e qui avait dit, si je me souviens bien, elle avait dit 6 enfants sur 10 vont à l'école, de l'école primaire, ils vont à l'école le ventre creux. Vous imaginez dans un pays du G7, dans la capitale d'un pays du G7, ça, c'est incroyable que ça puisse se produire. Et donc, s'il y avait eu des politiques de sobriété, on n'aurait pas eu de précarité énergétique. Le mot ne ferait pas partie de notre langage. On n'aurait pas eu de précarité des mobilités. On n'aurait pas eu de précarité alimentaire. Et on n'aurait pas eu là, en ce moment, ils nous disent qu'il y a une crise du logement. Il n'y a pas une crise du logement, il y a une crise financière qui s'annonce. En fait, le nombre de mètres carrés, on ne manque pas. A priori, on ne manquerait pas, selon les travaux de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, on ne manquerait pas vraiment de mètres carrés construits en France. C'est juste qu'il y en a qui en ont beaucoup trop, et puis il n'y en a pas assez pour les autres, quoi. Et puis les prix, parce qu'on a financiarisé tout, il ne faut pas financiariser le logement. Tous les besoins fondamentaux ne doivent pas être dans le secteur de la finance. Parce que si vous allez dans ce sens-là, ça produit ce que c'est en train de produire. Et bien sûr, tout cela dans le respect des limites planétaires. Le respect des limites planétaires, c'est ça qui nous imposerait à nous, Français et Européens, d'être neutres en carbone autour de 2030.
Alors qu'aujourd'hui, on ne respecte pas du tout les limites planétaires. Et les limites planétaires, ce n'est pas juste le changement climatique, il y a aussi la question de l'eau, le cycle de l'eau, il y a l'utilisation des sols, et il y a plein d'autres il y en a 9. Et donc, toutes nos politiques, parce on a saucissonné le politique, comme on a saucissonné la formation, et on a saucissonné, on appelle ça la spécialisation, mais en fait, du coup, chacun travaille dans son petit domaine, chacun voit les choses à son petit niveau, et on oublie le reste, alors qu'en fait, la vie sur Terre, la planète, c'est un peu comme le corps humain. Si vous avez mal à la tête ou si vous avez mal aux pieds, ben, vous n'allez pas être super fonctionnel, quoi. Pour que vous soyez fonctionnel, il faudrait que tout fonctionne plus ou moins bien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup, Ingrid. Nous allons vous passer le micro pour poser vos questions. Et j'aimerais juste commencer par la toute première. Yamina Saheb, deux choses finalement. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que ces secteurs d'activité sortent du marché? D'accord. Donc, ce serait vraiment bien de vous entendre là-dessus. Voilà. Je vais vous laisser la parole peut-être pour nous répondre sur cette question. Bien sûr, c'est à nous de le décider en fait. Et le gros avantage, il y a deux aspects positifs que moi je vois dans la crise écologique, c'est que ceux qui sont responsables et ceux qui peuvent la résoudre, ce sont de grandes démocraties, comme la démocratie européenne. Et là, il y a une élection qui s'approche. Je pense qu'il faut qu'on mette sous pression les différents candidats pour qu'ils s'engagent à sortir du secteur financier les besoins de base de tout le monde, fondamentaux de tout le monde. Il n'est pas normal que, par exemple, la question de la précarité énergétique, j'ai bossé un petit peu dessus, et j'ai découvert qu'en fait, dans les textes de loi européennes, et donc dans la loi française aussi, on ne parle pas d'éradication de la précarité énergétique. Et donc j'expliquais à des eurodéputés, il y a quelques années, mais quand tu parles pas, on parle d'atténuation. Et quand on parle d'atténuation, j'expliquais à une eurodéputée, une élue verte d'ailleurs, pas française, mais du Parti vert européen. Je dis, si tu me parles d'atténuation, ça veut dire que intellectuellement, tu conçois que ta voisine ne puisse pas se chauffer. Enfin, j'y avais jamais pensé comme ça. Je dis, ben oui, c'est ça en fait. Je dis, mais il faut te battre pour l'éradication. Il faut éradiquer les choses. Il faut éradiquer des phénomènes qui ne doivent pas exister partout, mais surtout pas dans les pays riches. Nous sommes un pays du G7. Et nous sommes une grande démocratie, mais il faut agir au niveau de l'Union. Au niveau de la France, on n'a pas la force de frappe au niveau de la France. Et donc oui, moi je reste convaincue qu'on peut, non seulement qu'on doit sortir de la du secteur financier, les secteurs fondamentaux pour la vie, pour l'égalité, pour la vie dans la société, pour que les gens participent à la vie. Vous pensez qu'un enfant qui arrive affamé à l'école, il va pouvoir capter quelque chose de ce que l'enseignante va lui dire? Ben non. Vous pensez que quelqu'un qui ne se chauffe pas, qui meurt de froid, qui a froid chez lui, qui est tout le temps malade, il va pouvoir suivre ses cours ou bosser? Ben non, c'est pas possible. C'est important parce qu'on ne peut pas faire société. Donc moi, je crois dur comme fer, qu'on peut le faire, mais c'est à nous de nous mobiliser. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venue aujourd'hui. C'est un week-end, normalement je ne me déplace pas le week-end. Je suis venue aujourd'hui parce qu'il y a l'élection européenne. Il faut qu'on mette sous pression les candidats à l'élection européenne. Il faut qu'ils s'engagent à sortir de la finance les secteurs fondamentaux nécessaires pour l'égalité des droits de tous. Et on peut le faire parce qu'on est l'Europe. Alors, pourquoi c'est important? On ne le réalise pas beaucoup. En fait, lorsqu'on regarde au niveau international, nous n'avons pas le PIB, nous ne sommes pas premiers. Mais lorsqu'on intègre les échanges intra-européens, on est de loin premiers. Donc nous sommes une force de frappe pour changer. Alors la prochaine COP aura lieu, je crois, en 2028. À quoi servent les COP finalement? Moi, personnellement, je pense qu'elles ne servent pas à grand-chose. Hein. C'est un peu le festival de Cannes du climat, quoi. Je vais ni à l'un ni à l'autre. Voilà, on va vous passer la parole. Ingrid et moi vont passer dans les rangs pour vous donner le micro. N'hésitez pas, faites aussi juste pour les questions. Ouais, c'est gentil, merci.
Oui. Alors, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas parlé, je suis là, Oui. de la démographie. Or, en 1900, sur votre graphique, on est en bleu, mais enfin, il y a 1,6 milliard de personnes sur Terre. En 2050, 2,5. En 1980, 6 milliards. Et aujourd'hui, je ne sais plus exactement, mais dans les 8, quoi. Et je me dis que même si on est extrêmement sobre, 8 milliards de gens, je dirais, il ne faut pas rêver, ça consomme forcément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça, de ce problème-là? Alors, je ne parle pas de ça parce qu'en vérité, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on consomme. Donc, il y a eu ce qu'on appelle l'équation Kaya, par exemple, qui est très connue, qui a permis de décomposer les émissions selon 2 paramètres importants, la population et le PIB. Et du coup, je pense qu'elle a induit en erreur beaucoup de gens sur la question démographique. Ce qu'on a fait pour le rapport du GIEC, on a essayé d'estimer la contribution potentielle de la sobriété à réduire les émissions grâce les émissions mondiales, mais on l'a fait en particulier pour le secteur du bâtiment. Et ce qu'on voit, on arrive à des chiffres incroyables. Si je prends le cas du résidentiel, donc aujourd'hui, la surface habitable par personne aux États-Unis, elle est de l'ordre de 65 mètres carrés par personne. En Europe, la moyenne est de 40. En Afrique, elle est de moins de 10. Donc vous voyez, voilà, vous faites baisser là où il faut faire baisser pour que les autres puissent vivre, quoi. Et ce qu'on montre, c'est que ce n'est pas la population qui est le premier facteur qui va tirer, c'est surtout comment est-ce que cette population-là vit et consomme et qu'est-ce qu'elle consomme. Donc si vous consommez que de l'agro-industrie, eh ben, forcément que ce n'est pas possible. Même si, en vérité, ce qu'on nous vend comme projet, c'est que sans l'agro-industrie, on ne pourrait pas nourrir tout le monde. C'est ça qu'on entend. Mais en fait, ce n'est pas vrai parce qu'avec l'agro-industrie, vous détruisez les sols. Et avec l'agro-industrie, vous avez d'autres problèmes de santé et vous créez plein d'autres problèmes. Donc, ce n'est pas la population le problème. C'est la façon de vivre sur Terre et la façon de vivre ensemble, surtout. Et ça, on ne l'a encore jamais fait. Voilà. J'ai une autre question pour vous ici. Je vous fais signe. Oui. Madame. Bonjour. Je fais partie d'un collectif national que vous connaissez bien. C'est le collectif national pour la vigilance méthanisation, le canal historique. Et on a travaillé avec vous, justement, pour les problèmes de la spoliation des terres agricoles. Actuellement, il y a des projets d'usines agricoles, je ne sais pas comment on peut les appeler, de 3000 vaches. Ce qui veut dire qu'il y aura des terres agricoles qui vont être encore spoliées sans haies, sans séparation forestière, qui ne permettra pas la vie et le développement de la faune et de la flore. Le fait est qu'actuellement, nos politiques essayent d'avoir une politique justement d'énergie renouvelable qui spolie les terres agricoles. Et ça, c'est un gros problème pour notre souveraineté alimentaire, mais aussi pour l'eau et pour l'avenir de nos enfants, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos élus pour leur faire comprendre tout ça? Moi, je reviens encore à cette histoire du traité sur la charte de l'énergie. Quand j'avais commencé à bosser dessus, il était méconnu. Tout le monde l'avait oublié. Donc moi, les gens qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait, c'est des gens qui étaient déjà partis à la retraite en 2018. Vous imaginez, je suis allée chercher des gens et tout le monde me disait que c'était impossible, que ce soit les eurodéputés de l'époque, les ONG, etc. Et moi, je n'arrivais pas juste à dormir parce que j'avais appris que ce traité-là existait, quoi. Et donc, je me disais, ben non, c'est pas possible. Et j'avais dit un jour à un journaliste, c'est un traité, soit il nous tue, soit on le tue. Donc moi, j'ai décidé de me battre pour le tuer. Et on est en train de le tuer. Donc il faut se battre. C'est pas facile. C'est pas facile. Il n'y a pas de solution. On ne peut pas faire un copier-coller. Mais je sais qu'on peut gagner. Parce que nous sommes des démocraties. C'est très, très dur. Surtout en ce moment, on nous traite d'éco-terroristes, etc. Mais
Mais ça reste quand même de grandes démocraties. Et on peut gagner. Il faut mobiliser, trouver les moyens. Et il faut, je sais que vous le faites, je sais que tout le monde le fait. Il faut, ce qui manque, j'ai pas la réponse, j'ai pas encore trouvé la réponse dans la science, dans l'histoire, c'est comment faire en sorte qu'on se mobilise tous pour qu'on leur impose ce changement-là. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les politiques changent d'eux-mêmes. Hein. Ils ne vont pas changer d'eux-mêmes. Parce que le système tel qu'il est, il leur permet d'être réélus, il permet aux industriels de continuer à faire leur bazar, et puis voilà. Ça ne changera que dans un seul cas, c'est si nous, citoyens, on impose ce changement-là. Et je reste convaincue qu'on peut l'imposer parce que nous sommes de grandes démocraties. Denis? Oui, bonjour et merci pour votre intervention. On vit une époque formidable. Est-ce que tu peux juste te lever, s'il te plaît? Oui. Merci beaucoup. Je disais, on vit une époque formidable, mais terriblement inquiétante, et je crois que je ne vais pas bien dormir cette nuit. Si on considère l'histoire de notre planète, les milliards d'années qui l'ont constituée, nos historiens de cette planète ont relevé des périodes de changement climatique, pour ne pas dire de dérèglement climatique. Et pour la première fois, c'est pour ça que nous vivons une époque formidable, pour la première fois, on a des experts qui vivent ce changement climatique. Merci à ces experts. Pensez-vous que ça va changer quelque chose à l'histoire de notre planète, où on va vivre une époque comme les dinosaures peut-être l'ont vécu, ou d'autres êtres que nous ne connaissons pas l'ont vécu? Alors, je ne pense pas que les experts tout seuls changeraient la chose. Je pense que le rôle des experts, c'est d'informer. Je reste convaincue, encore une fois, que ce sont les citoyens qui vont changer les choses. Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on trouve le moyen d'imposer ce changement-là aux politiques. La question du changement climatique, la résolution du problème écologique est politique. C'est vraiment une question politique. Et le politique, quand je dis que c'est politique dans une démocratie, ça veut dire que c'est nous, les citoyens. Je sais, je connais très bien les failles de notre démocratie, que ce soit la démocratie française ou la démocratie européenne, mais je connais aussi les régimes qui ne sont pas démocratiques, et je sais la différence, la grande différence qu'il y a entre, quand on est dans un régime démocratique, ce qu'on arrive à obtenir, c'est on arrive à se mobiliser tous ensemble. Je vous dis, moi, ce que je n'arrive pas encore à trouver, c'est comment faire qu'ensemble, tous, partout, on se mobilise dans l'Union européenne pour imposer ce changement-là. L'une des choses auxquelles je pense, c'est par l'expérience française. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2007, après les politiques nous ont trahis, mais comme on a cette expérience de trahison, donc on peut éviter d'être trahi une deuxième fois. En 2007, quand c'était Nicolas Hulot qui avait menacé d'être candidat, parce que c'était l'homme préféré, le plus préféré des Français, quelque chose comme ça, s'il ne signait pas un pacte pour la durabilité ou quelque chose. Tout de suite, les autres candidats ont couru pour signer quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a eu le Grenelle de l'environnement, par exemple. Même si la suite a été un échec. Mais c'est comme ça qu'on a eu le Grenelle. Donc, ça peut marcher. Et là, on a une opportunité incroyable. On a l'élection pour le Parlement européen, qui est le plus grand lieu de démocratie au monde. Et tous nos textes, Marc disait, tous nos textes de loi sont des textes de loi européens. Et ils sont juste transposés au niveau national. Une grande majorité. En tout cas, sur la question environnementale, c'est comme ça. La plus grande majorité vient de l'Union européenne. Après, nous, on peut être plus ambitieux et introduire des choses. Par exemple, on a introduit le mot sobriété dans notre loi, mais il n'existe pas dans la loi européenne. Mais le reste, ça nous vient de l'Union européenne. Donc, nous avons une opportunité, le 9 juin, de travailler à faire ce changement-là. Mais il faut l'imposer aux politiques. Il faut l'imposer aux listes qui se présentent à nous. Alors, il y a plusieurs demandes de parole, mais on va prendre juste encore 2 questions pour rester dans le timing, si vous le voulez bien. Me lever, ok. Bonjour. En vous écoutant, il est évident que le constat que vous partagez avec nous, il est très clair. Il est alarmant. Et du coup, je me pose la question de l'impact des travaux du GIEC. Quel est l'impact? Est-ce que vous êtes écouté finalement? Alors,
Moi, je sais que quand j'avais postulé pour le GIEC en 2018, j'avais en tête de faire introduire le concept de sobriété dans le rapport du GIEC pour une raison très simple, parce que j'étais convaincue déjà à ce moment-là, et j'avais suffisamment d'éléments scientifiques qui montraient que sans sobriété, on n'allait pas pouvoir décarboner, mais ça n'existait pas dans la loi européenne. Et donc, j'étais convaincue que si on avait... il fallait aller au-delà de l'Union européenne pour pouvoir discuter de la sobriété au niveau de l'Union européenne. Et l'introduire, on continue à travailler pour l'introduire dans les textes de loi européenne. Eh bien, ça marche. Donc, mon hypothèse est vérifiée. Depuis que le rapport a été publié, c'est beaucoup en France, mais au niveau de la Commission européenne, ben, j'ai eu des réunions, j'ai parlé de sobriété à des gens au niveau de la Commission européenne et au Parlement, à des gens avec lesquels je ne pouvais, c'était impensable avant. Après, il faut passer maintenant de là à la loi, quoi. Après, il faut travailler au niveau européen. Donc, les rapports du GIEC, en général, ce qu'il y a dans le rapport du GIEC, on le retrouve après dans les textes de loi nationales ou européennes. Donc, c'est un travail important parce qu'en fait, c'est une synthèse de ce qu'il y a dans la science. On n'invente rien du tout dans le rapport du GIEC, hein, on fait une synthèse, nous. Et donc, du coup, ça a un impact. Mais après, la situation d'urgence est telle que le prochain rapport du GIEC va sortir en 2030. C'est trop tard. Le prochain rapport final. On a un rapport spécial sur les villes qui sort en 2027. Mais le rapport là, de synthèse, comme ce que je vous ai présenté, c'est pour 2029-2030. C'est trop tard. Le monde en 2030, la planète sera tellement réchauffée et donc le monde sera dans une situation dramatique. On va se faire la guerre. Du coup, il faut agir. Maintenant, on ne peut plus attendre un autre rapport du GIEC. Il faut qu'on impose les politiques nécessaires. Gilles, encore une question, une toute dernière question. Oui, bonjour, merci madame. Le constat que vous nous avez dressé, j'ai entendu ce constat en 1973, au mois de janvier, par un monsieur qui s'appelait René Dumont. Donc c'est pas nouveau. Le problème, c'est qu'à l'époque, aussi bien nos politiques que nos économistes et les journalistes le traitaient d'hurluberlu, le traitaient de Cassandre, et tout le monde rigolait en mettant un mouchoir sur ce qu'il avait raconté. Depuis cette époque-là, il y a eu 6 rapports pour l'instant du GIEC, le 7e est en préparation. Il y a, je ne sais pas combien de COP, 23, 24, 25, 26, qui ne servent à rien. Je partage tout à fait votre point de vue. Au contraire, je dirais que même ça renforce le problème, parce que je ne sais pas quels sont les bilans carbone des GIEC, mais ça doit être bonbon. Hein. La question que je me posais, mais je ne sais pas celle-là que je vais vous poser, j'avais prévu de poser une question, de savoir si on peut encore faire confiance aux politiques pour prendre à bras-le-corps ce problème. Je crois que non. Est-ce qu'on peut faire confiance aux citoyens, puisque c'est ça que vous appelez? Je me pose des questions. Aux élections européennes, on est en gros à entre 40 et 45% de taux de participation aux élections. Ça veut dire que la plupart des gens s'en fichent. Ils ne croient pas à l'Europe, ne s'y intéressent pas. Alors comment veut-on, dans ce cadre-là, arriver réellement à influer sur nos hommes politiques si les citoyens eux-mêmes ne les prennent pas en charge? Alors, est-ce que vous avez la solution miracle pour arriver à régler ça? Vous avez-vous obtenu des résultats dans le cadre de vos institutions, mais croyez-vous vraiment que les citoyens vont se mobiliser? Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'entends dans la plupart des gens, alors je ne parle pas des jeunes générations. Les jeunes générations, ils n'y croient plus et ils ne s'engagent pas. Mais dans mes générations, moi je suis un vieux, hein, je fais partie de ceux qui ont 70 ans et plus. Hein. Donc dans nos générations, ce que j'entends, c'est nous, en France, nous, en Europe, on représente quoi en pourcentage de ce dérèglement climatique par rapport aux Chinois, aux Américains, aux Canadiens, etc., etc. Alors que les autres commencent, et nous, on pourra continuer. C'est ça le message que j'entends. Donc ça nous rend très pessimistes. Ben, comme notre ami Denis l'a dit tout à l'heure, je vais mal dormir encore ce soir. Voilà, ben je vous remercie. Si vous avez une réponse, ça serait formidable. J'ai une réponse pour vous, d'autant plus que vous faites partie de cette génération, j'imagine, de retraités, donc vous avez un petit peu plus de temps que moi. C'est d'aller voir vos voisins dans votre quartier, vous organisez des réunions, vous expliquez aux gens, c'est ça qu'il faut faire. Parce que quand on dit on fait plus confiance aux politiques, on fait plus aux hommes, confiance aux hommes et femmes politiques que nous avons, mais la politique au sens noble, c'est ça qui nous permet de vivre ensemble. On ne peut pas ne pas faire confiance à ça, parce que sinon on ne pourra plus vivre ensemble.
Donc du coup, si chaque personne ici, je ne sais pas combien de personnes sont présentes ici, vont après la conférence organiser des réunions dans leur quartier, dans leur village, expliquer, démontrer que quand on dit 1%, aujourd'hui, oui, nous représentons 1%. Mais en fait, ce qui compte dans le changement climatique, ce sont les émissions cumulées. Et quand on prend les émissions cumulées, on fait partie des 20, je crois qu'on est 12e. Donc on fait partie des 20 pays les plus pollués. Ça fait partie de notre héritage. Un jour, j'étais dans une fac à Paris et un jeune m'avait dit mais moi, je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu me mets la pression? Et je lui ai dit, mon fils non plus n'est pas responsable. Mais mon fils hérite de la Tour Eiffel. Mais il ne peut pas hériter que de la Tour Eiffel. Il hérite de la Tour Eiffel à une seule condition, c'est qu'il hérite de tout ce qui n'est pas bien autour de la Tour Eiffel, de la création de cette tour. Ça fait partie de son héritage. C'est comme ça. Et donc, du coup, si chacun d'entre vous, ce soir et les jours à venir, on a encore 2 ou 3 mois, vous allez mobiliser. Si vous prenez, par exemple, quand Barack Obama a été élu, les gens n'arrivaient même pas à prononcer son nom aux États-Unis. Et quand il a été élu, ce qu'il a fait, ils appellent ça « community organizing ». Et donc, il y a eu des citoyens ordinaires qui sont allés toquer aux portes pour discuter. Eh bien, on vous ferme la porte, on vous insulte, mais je reviens. Et il faut rester aimable avec les gens, revenir, etc. Et puis, quand les gens comprennent que c'est pour eux, c'est leur vie qui est en danger, ils ne vont pas se mobiliser pour vous. Moi, je ne m'attends pas, je pense que l'être humain est par nature égoïste. Je ne m'attends pas à ce que les gens se mobilisent pour moi, mais je reste convaincue que chacun d'entre nous se mobilisera pour lui-même. Et c'est ça qui changerait la donne. Merci à vous, Yamina Saeb. Merci infiniment. Je pense qu'on peut l'applaudir encore. Pour cette parole à la fois éclairante et vivifiante.